Oh, moi, je ne suis pas en quête de crédibilité ou pas, hein. Honnêtement, non. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. euh, Peut-être, mais parfois il faut être sincère, quoi. Peut-être tout simplement parce qu'avec la vidéo, il y a deux choses qui m'intéressaient avec la vidéo. Mis à part que ça coûtait moins cher, eh oui, il faut voir les choses en face, parce qu'évidemment, on n'a pas filmé que ce qui est à l'écran, on a filmé beaucoup plus. C'était avec une lourde Betacam aussi à l'époque. Euh, mais aussi, j'aimais la texture un peu, comme disent les Anglais, rough, comme ça, un peu âpre. J'aimais bien ça. Et j'avais pas envie que la pellicule de la traiter comme ça. Et, et si tu te souviens, dans Beyrouth Fantôme, la première fois qu'on voit ce moment entre guillemets documentaire, parce que pour moi c'est un film, dès que ça rentre dans un truc là, c'est un film, je m'en fous des séparations fiction. Parce que moi, honnêtement, je m'en fous des séparations documentaire-fiction. D'ailleurs, ça m'amuse parfois, j'entends des gens et ils disent tu fais du cinéma ou du documentaire? Ça me fait rigoler. Le documentaire fait partie du cinéma. Et pour moi, il n'y a pas de séparation. Donc, si tu te souviens, la première fois où on voit, c'est Daline Ajoundi d'ailleurs, on voit le micro avec la perche, on voit un peu le décorum, si je peux dire. Donc j'ai voulu faire une sorte de mise à nu dès le départ. Voilà, que c'est clair, il n'y a pas de suspense ou je ne sais quoi. Alors, pourquoi la fiction seule n'aurait-elle pas suffi? Ça revient à ce que je disais depuis un bout de temps, à savoir que il n'y a pas d'objectivité, n'est-ce pas? Donc, ces différents personnages dans le film n'étaient que des subjectivités chacune. Et heureusement, tout n'est que subjectivité. Mais, comment dire simplement les choses? À un moment donné, j'ai senti que la fiction seule ne suffirait pas. Donc, il me fallait aller... C'est là que j'ai eu l'idée de prendre des acteurs qui eux-mêmes ont vécu la guerre. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux n'étaient pas des acteurs. À part le personnage principal, celui qui revient d'entre les morts, vraiment avec les guillemets, lui, il devait rester personnage de fiction. Pourtant, il a vécu la guerre lui aussi. Mais il n'était pas question que je le mette dans ces moments, entre guillemets, documentaires réels. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant que ces gens qui jouent une fiction, ce sont des gens qui étaient vraiment dans le réel de cette fiction. C'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire, tout ce qu'ils disent devant la caméra, frontalement, via la vidéo, c'est vraiment leurs paroles, j'ai rien écrit. Alors évidemment, j'ai monté, donc forcément c'est de la fiction. J'ai monté, j'ai pas gardé tout, sinon c'était un film de 14 heures. Donc, et évidemment, ils n'ont pas la même parole tous. Donc, c'est ça qui m'importait. Des personnages qui ont vécu subjectivement cette guerre qui est fiction dans le film, ce temps de guerre qui est fiction. Donc, ils sont un peu, voilà, ils sont ce réel et cette fiction à la fois. Donc, c'est ça qui m'importait le plus. Parce que, avant de tourner Beyrouth Fantôme, mais ce n'était pas pour Beyrouth Fantôme, avant de tourner Beyrouth Fantôme, le scénario était déjà là, sans les machins documentaires. J'avais un High 8 là, une vidéo 8 High 8. J'ai filmé beaucoup de gens à Beyrouth, et pas seulement à Beyrouth, et je leur posais tous la même question. Qu'est-ce que vous faisiez, où étiez-vous le 13 avril 1975, puisque le Liban a décidé que c'était le début de la guerre? Évidemment, il n'y a pas de début, mais c'est le début officiel. Et suite à ça, ça m'a fait comprendre qu'il fallait vraiment que s'introduise cette espèce de rapport, et là c'est le cinéma, mais aussi la guerre, et aussi la représentation de la guerre au cinéma et compagnie, la parole vraie et la fiction, le réel et la fiction. Cette frontière très 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 ambiguë et ambivalente qui m'intéresse beaucoup, quoi. Et voilà. Mais tout ça, c'est à partir de recherches, à partir de travail sur le terrain, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le terrain avant de commencer à tourner. Oh, c'est sa parole, hein. C'est pas la mienne. Moi, je la vois ni une femme ni un homme. C'est comme si
mais c'est une entité vivante, comme je disais. Donc c'est pas forcément... Bon, lui, il est un peu macho peut-être, mais moi, je n'ai pas cette perception de femme ou homme. Mais évidemment, de corps vivant, oui. Mais en même temps, je l'ai gardé parce que c'est sa perception. Et ça veut dire quelque chose, c'est-à-dire il voyait un rapport avec elle à la fois d'amour, de fidélité, d'infidélité, presque de sexualité, d'amour et de trahison et toutes ces ambivalences et ambiguïtés en termes de sentiments qu'on a dans un rapport à l'autre. Donc ce qui était intéressant pour moi ici, c'est que lui, en disant il la voyait comme une femme, il veut dire, c'était sa manière à lui de dire comme un être vivant, comme une entité vivante. Donc tu sais, c'est comme disait Gustave Flaubert, il disait « Je suis Madame Bovary », mais les gens ont oublié de dire qu'il a dit aussi « Et je ne suis pas Madame Bovary », c'est les deux. Donc je suis chacun des personnages, je suis la ville, je suis le moindre son, je suis la moindre image, mais aussi je ne suis pas tout ça. Et c'est ça qui est intéressant au cinéma, c'est que tu es intérieur et extérieur à chaque chose que tu filmes. Et je trouve que c'est la grande chose du cinéma. L'intériorité et l'extériorité, ça veut dire je regarde et à la fois je suis celui que je regarde. Mais je regarde aussi, donc c'est-à-dire il y a l'extérieur et l'extérieur. Et c'est comme quand je fais un film, c'est le dedans et le dehors. Quand est-ce que je suis dedans et dehors, je pensais, je l'entends, puisqu'un jour j'ai compris que j'étais et dedans et dehors, d'où la grande complication, mais en même temps, c'est presque une grande excitation en fait. Très simplement parce que à un moment donné, mais maintenant j'ai retrouvé ça, à un moment donné je n'arrivais plus à voir Beyrouth. Je la subissais. C'est-à-dire je ne la voyais plus dans le sens premier du terme. Tu sais, c'est comme un peu dans une relation. Le grand danger d'une relation, c'est qu'au bout d'un moment, on cesse de regarder l'autre. L'autre devient comme une habitude. Et donc on ne le voit plus. Et c'est un peu comme quand parfois on filme, c'est le grand danger quand parfois on filme, je sais pas moi, cette jeune femme, ce monsieur avec son parapluie cassé, et on oublie de les regarder. Ils sont soit une habitude, soit en représentation, on ne regarde plus en fait. Donc il faut que je le sente, que je le ressente, que je le vois vraiment. Et à un moment donné, moi j'ai senti que je ne voyais plus Beyrouth, je ne la ressentais plus. Je la subissais. Oui, je peux faire, oui, je mets la caméra là, je fais un beau cadre, mais je m'en fous de faire un beau ou un moche cadre. Je veux filmer, continuer à filmer, parce que j'arrive encore à voir. Et je ne la voyais plus à un moment donné. Donc, je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, je ne m'en souviens absolument plus, de quitter Beyrouth. Mais en même temps, ça m'est venu la montagne, parce que c'est lui qui a enclenché tout, la montagne, ce film, je veux dire. À un moment donné, j'avais une grande envie d'aller m'isoler pendant un long bout de temps hors de Beyrouth pour pouvoir écrire. Pas forcément un film d'ailleurs. Bon, je vivais une période un peu particulière et même très difficile dans ma vie. Et le cinéma m'a aidé pour que je me projette à travers une fiction et que je ne fasse pas trop ça dans la vie, mais plutôt dans un film. Et donc, littéralement, j'ai fait ça dans le film. Et j'avais un projet qui était, et on avait commencé à trouver des fonds financiers et tout. Et j'ai abandonné le projet. D'ailleurs, le projet, il est dans un tiroir. C'est mon seul scénario que je n'ai pas tourné. Enfin, mon seul, lui. Enfin, il y en avait un autre aussi. Et donc, j'ai abandonné ce projet qui se passe entièrement à Beyrouth. Et j'ai proposé à mon coproducteur Georges Herd à Blood Productions, j'ai dit écoute, je veux tourner un film là dans les 2-3 mois à venir qui va s'appeler La Montagne. Je ne veux pas écrire de scénario parce que j'ai pas envie qu'on écrive, qu'on attende et tout ce que tu veux. Par le biais d'un ami, je peux passer une somme d'argent. Est-ce que tu peux placer toi-même la même somme d'argent? À mon grand étonnement, après beaucoup de doutes, il a dit oui. On a fait ce film pour 110 000 $.
Tout le monde a été payé, sauf Georges, le producteur et moi. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est fait La Montagne, dans une espèce d'urgence, parce que l'autre projet, je sentais que si on continuait, on va aller chercher un peu plus d'argent pour pouvoir le film, je sentais que je rentrais dans quelque chose qui ne m'intéresse pas au cinéma. Ça veut dire faire, pour faire. Je ne sentais plus le film. Je le sentais peut-être éventuellement là, mais moi je ne vis pas que là. Je vis un peu partout, on va dire. D'où le mot organique que j'utilise souvent. Donc du coup, je suis allé vers la montagne. Et vraiment, comme ça. Et ça s'est fait comme ça. Sans écriture. Comme quand je fais mes essais, ce que je fais en dehors des fictions, je fais des essais, des choses comme ça, que je tourne avec plein de notes. Alors, la montagne avait plein de notes, mais on n'a pas présenté un scénario comme on fait d'habitude et tout le tralala. أغمض عينيه وانحدر إلى الوادي. Je pense que tout cinéaste est quelque part dans ses films, forcément, c'est ce que disait Gustave Flaubert, forcément. Mais je ne suis pas obsédé par moi. Hein. Comme je disais, c'est subjectif, donc forcément. J'ai ce rapport très personnel, ça fait partie de moi, quoi. Mais je ne me dis pas un instant, ah, ce plan est poétique, ah, il faut que ça se dise poétique. La poésie va transparaître ou ne va pas transparaître. J'espère qu'elle est en moi et à travers moi. Elle n'a jamais été... Jamais je me suis dit, ah, ça c'est un plan poétique. Si un jour je me dis ça, j'aimerais bien qu'on me tire une balle dans la tête. Parce que ça serait horrible. C'est un peu, pardon de faire cette comparaison un peu vulgaire, c'est un peu quelqu'un qui, pendant qu'il fait l'amour, il se regarde au lieu de faire l'amour. Ou alors pendant qu'il aime, il est plus amoureux de l'idée d'aimer que d'aimer l'autre. Donc je ne suis pas dans une complaisance. Et j'espère que je ne le serai jamais, sinon ça serait vraiment une horreur absolue. Voilà, c'est... Quand je fais, je ne sais pas moi, un plan... En arabe, on dit souvent, il y a des gens qui disent « Waouh, bi'a'ed al plan ». C'est vrai que j'ai un rapport poussé avec l'esthétique. Mais l'esthétique, c'est pas joli ou beau. Hein, il y a tout un tas de textes qu'ont écrit des philosophes sur l'esthétique. Je ne suis pas poussé par il faut que ça fasse beau, que ça fasse joli. C'est un regard aussi sur le monde. Et puis c'est aussi... Il y a encore, pardon, j'utilise souvent des écrivains, mais ils disent mieux les choses que nous souvent. Flaubert, toujours, a dit quelque chose de très très beau. Il dit pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longuement. C'est-à-dire, nous vivons dans un temps où on ne regarde et on n'entend pas vraiment les choses. Ça veut dire, je ne donne pas un regard suffisamment, je ne donne pas suffisamment de temps pour que je puisse donner à cette chose que je regarde une existence, qu'elle ne soit pas une utilité. Le cinéma, l'art cinématographique, il doit avoir ce luxe. Il doit s'obliger à ce luxe. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Car aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, nous avons tellement d'outils pour nous distraire, tellement d'outils pour nous empêcher, mais vraiment nous empêcher. J'en fais partie. Moi-même, j'ai un téléphone, mais en même temps, je l'ai utilisé pour faire 2 films. Il n'empêche qu'on est tout le temps empêché. Mais pas seulement par... Voilà, le monde, il est ce qu'il est. Je ne vais pas raconter une banalité. Donc, l'art cinématographique, en tout cas, tel que je le conçois, et je ne suis pas le seul, peut nous permettre, peut nous offrir ce luxe. Voilà. Et donc, j'essaye, moi, Et je ne parle pas d'un plan long ou pas long. Évidemment, il y a des gens qui me disent « Ouais, tes plans sont longs, ils sont lents. » Ok. Ils diront ce qu'ils veulent, c'est leur truc. Mais c'est pas, moi je ne le fais pas par... Peut-être parce que je suis lent, je regarde longuement les choses plutôt que lent. J'en sais rien, je m'en fous, je n'ai même pas à me justifier. Donc la poétique, ce n'est pas une conception. C'est quelque chose qu'on vit ou qu'on ne vit pas, quoi. C'est un rapport au monde. Hein. Mais je la revendique en même temps. Mais
pas intentionnellement. Ça veut dire, je ne suis pas en train de dire il faut regarder le monde poétiquement, mais je me dis que ça devient de plus en plus un luxe. Donc quelque part, je veux protéger ça, mais sans la conscience de ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. C'est très compliqué, mais moi je le vis de manière assez simple, plutôt qu'on le fait. Je pense que quiconque a des obsessions, hein, évidemment, heureusement. Et plus que simplement le doublement, c'est vrai, ou le dédoublement, il y a la démultiplication. Alors, les surimpressions, plutôt que fondu enchaîné, parce que fondu enchaîné, c'est vraiment passer pour d'un plan à l'autre, alors que là, ça dure. Parfois même, je fais durer très longtemps, parfois même, je fais durer des couches de surimpression, comme pour ébranler l'image, ou bien alors pour faire advenir une autre image, je ne sais pas laquelle. Alors oui, le double, si je veux faire une psychanalyse à deux balles, Abu Frangen comme on dit en arabe, moi comme beaucoup de gens, comme je pense l'écrasante majorité de l'humanité, enfant, j'ai vécu, évidemment tout enfant a un imaginaire et tout le bordel, mais moi j'ai vécu la vie que je venais et en moi je vivais une autre vie. Classique, hein. Et heureusement, sinon... Alors évidemment, tout le grand problème, c'est de ne pas partir complètement et d'oublier le réel. Mais bon, c'est notre paire de manches. Donc, j'ai toujours gardé ça en moi. Il y a une très belle phrase que dit un poète espagnol qui s'appelle Leopoldo María Panero. Il disait « Je ne suis pas celui que je suis ». Il y a évidemment l'autre phrase de Rimbaud, « Je est un autre ». C'est l'idée toujours que je ne suis pas seulement ça, ce que je vis, ce que je suis. C'est pas pour dire aux gens, oui, je suis un autre. Non, non, non. C'est vraiment, il y a une démultiplication de soi. Soi n'est pas seulement soi. Il y a aussi ce qui échappe. Mais il y a aussi, tu sais, comme on dit à juste titre, il n'y a plus d'un en moi. Je ne suis pas, il n'y a pas que moi. Alors, mais déjà il y a le double. C'est vrai qu'il y a toute une obsession du double, mais j'en suis pas si conscient. Évidemment, j'en suis conscient après coup, parce que quand je travaille, mais vraiment quand je travaille, je laisse advenir les choses. Je ne me dis pas, voilà, je vous donne un exemple, je ne fais pas un plan en me disant « Ah, si je mets en arrière-plan l'autre truc là, ça veut dire… » Je ne pense pas un instant. Il y a des gens qui après ils vont voir, ils vont dire « Ah ouais, alors si je leur dis « Mais moi j'ai pas pensé à ça », on me dit « Oui, mais ton inconscient a pensé à ça ». S'ils veulent, je m'en contre-tape de ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui t'échappe. Ce qui m'échappe, pour moi, est plus important que ce que je prévois et organise. Il y a encore, pardon, je fais toujours des références, mais il y a des gens qui ont dit les choses de manière infiniment plus intelligente et plus subtile. Il y a un grand philosophe autrichien, Ludwig Wittgenstein. Il a écrit un fameux livre qui s'appelle Tractatus Logico-Philosophicus, et il écrit une lettre à un ami. Il lui dit, à propos de ce livre, il lui dit plus ou moins ça, que ce qui n'est pas écrit est aussi, si ce n'est plus important que ce qui est écrit. Alors, mets ça dans le cinéma. Ce que je ne vois pas seulement le hors-champ. Le hors-champ est évidemment beaucoup. Ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas là, est aussi important que ce qui est là. Mais en même temps, moi j'ajouterais, si Wittgenstein était là, je lui dirais, mais c'est grâce à ce qui est là que ce qui n'est pas là existe. Et c'est ça la puissance de l'art aussi. C'est parce que c'est là que ce qui n'est pas là peut exister et devenir peut-être encore plus important. Pas seulement leur champ. Hein. Donc, mais ça je le sens. Je ne me dis pas, en faisant ce plan ou en mettant ce son, j'organise ce qui n'est pas là. Si je fais ça, c'est que j'élimine ce qui n'est pas là, puisque je l'ai pensé aussi. Je crois, pour être honnête, et je ne suis pas du tout un croyant, hein, je suis agnostique, mais j'ai une grande foi en mon ignorance. Je suis très sincèrement ignorant dans le sens simple du terme, que plein de choses m'échappent, je le sais.
Je n'ai aucune prétention à tout contrôler, à tout savoir. Mais j'organise non seulement mes films, mes tournages, avec évidemment les merveilleuses équipes que j'ai à chaque fois, ou même parfois quand je suis juste de 3, on est juste de 3. Tout ça est hyper organisé, mais je sais qu'il y a plein de choses qui m'échappent. Et à chaque fois, je prie, même si je ne suis pas croyant, je prie pour que ce qui m'échappe transparaisse. Qu'il n'y ait pas seulement ce que j'ai prévu. Mais ça, je ne peux pas l'organiser. Je ne peux pas l'organiser. Ce n'est pas seulement que le ciel bouge, ou qu'il y ait une lumière imprévue. Évidemment, tout ça, alléluia, mais ce n'est pas seulement ça. Pas seulement ça. C'est y compris de l'invisible. Là, je me permets de dire ça maintenant, parce que je ne suis plus un petit garçon. J'ai fait plusieurs films, je continue à faire. Je viens de finir un essai que j'ai fait avec un ami, Mohamed Sued. Maintenant, je peux me permettre de dire des choses pareilles, parce que si j'aurais dit ça jeune, on m'aurait pris pour prétentieux. Mais pour être honnête, plus jeune, je ne pensais pas à ça. Tant mieux, je n'ai pas beaucoup pensé à ce que je faisais. Évidemment, je pensais, mais pas forcément à ce que je faisais. Comme tu le sais, j'ai fait la montagne, la vallée. C'est supposé être un triptyque. C'est rigolo, quand j'ai fait la montagne, je faisais la montagne. Ma fakar de la vallée, je n'ai pas pensé à la vallée ni rien. Mais il y a un journaliste qui est venu me dire pourquoi la montagne, pourquoi tu sors de Beyrouth, Kaza Kaza. Et moi, pour me débarrasser de lui, j'ai dit non, mais là, c'est le commencement d'un triptyque. Mais vraiment, j'avais rien en tête. Et au moment où je lui dis ça, je me rappelle, mais vraiment au moment où je lui dis ça, je me rappelle du début de ce qui va être la vallée, que j'avais en tête depuis longtemps, d'un homme qui, suite à un accident, se met à marcher. Je voulais faire un film comme ça, expérimental, où un homme a un accident, il marche. Évidemment, moi, j'en ai fait même pas un quart d'heure dans le film, il y a des gens qui me disent c'est long, anyway. Parce que j'aime l'épuisement. J'aime l'épuisement au cinéma. J'aime qu'on m'épuise, et donc j'aime bien épuiser aussi les gens, mais bon. C'est des expériences physiques. Mais j'aime l'expérience physique. Donc le fait est que ça a commencé comme ça. Mais après, je me suis pris au jeu, évidemment. Donc j'ai écrit La Rivière. Et donc si ça se passe bien, apparemment, pour l'instant, quand ça commence à bien se passer, je parle en termes de fonds, parce qu'évidemment, il faut de l'argent. Je tournerai en octobre ou novembre 2018, puisque nous sommes déjà en 2018 maintenant. Je vais travailler un nouvel essai qui est lié à Rosa Luxembourg. Mais les essais, je les fais avec mon iMac. Ma chérie qui est derrière, qui est monteuse, mais aussi complice, m'aide. Je monte moi, mais elle m'aide, elle est monteuse elle aussi. Enfin, elle est pas mal monteuse. Je l'ai fait quasiment à la maison, je tourne avec un iPhone. Mais le truc de Rosa Luxembourg, j'ai tourné des choses à Berlin parce que j'ai vécu 6-7 mois en 2016. Oui, 2016 à Berlin. J'étais dans une résidence d'artistes. Et voilà, j'aime bien alterner. Et c'est très important pour moi. C'est pas du tout entre deux films, je fais la tsalla pour avoir du plaisir. Non, c'est égal tout ça. Évidemment, quand tu fais une fiction, c'est plus lourd. Il y a plus une équipe, il y a plus des gens, il y a des acteurs, il faut trouver de l'argent. Quand tu es seul, tu es seul. Donc il y a l'alternance qui me permet d'être tout le temps en train de faire. Et c'est très important pour moi. Au-delà du fait que j'écris, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Mais l'écriture pour moi, c'est un geste presque quotidien. Et c'est pas très important pour moi de publier ou pas, ça prendra le temps, je n'ai pas du tout de... Donc voilà, j'espère cette année, j'aurai fini le film lié à Rosa Luxembourg, qui s'appelle pour l'instant Une rose ouverte. Rosa Luxembourg, c'est une penseuse, une révolutionnaire allemande qui a été tuée en 1918, 19, je ne sais plus. Mais c'est pas un film sur elle, c'est à travers elle. Je suis un peu obsédé par... obsédé, donc ça me travaille beaucoup la pensée insoumise, on va dire. Mais bon, il faudrait en parler plus longuement, c'est pas le moment ici. Donc j'espère que j'aurai fini ça pour m'occuper pleinement de La Rivière.